Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez passé 30 ans dans une brasserie de légende où les nourritures intellectuelles étaient aussi importantes que d'autres plus terrestres. Certains y buvaient de la bière avec l'espoir de se faire mousser. Il s'agit de la brasserie Lippe, dont vous racontez aujourd'hui l'histoire dans un livre. Bonjour Claude Guittard. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous avez pendant 30 ans travaillé à la brasserie Lippe en passant du bas de l'échelle au sommet. Exactement. Je rentre en 1992 dans cet établissement en tant que chef de rang et j'ai terminé ma carrière en tant que directeur général. Et aujourd'hui, vous publiez aux éditions du Rocher, Lippe est une fête. D'ailleurs, le titre n'est pas indifférent à Ernest Hemingway. Non, c'est un petit clin d'œil au livre d'Hemingway, Paris est une fête. Parce que dans Paris est une fête, il raconte dans un chapitre entier ses passages chez Lippe quand, entre les deux guerres, il était un peu désargenté et Marcellin Casse l'avait pris en amitié. Alors, on va évoquer la brasserie Lippe qui n'est pas simplement une brasserie, mais un lieu de l'histoire, et on va vraiment raconter l'histoire de cette époque à travers la brasserie et à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 27 octobre 1880, c'est le jour de l'ouverture de la brasserie qui s'appelle à l'époque la brasserie des Bords du Rhin. Exactement. En 1880, Léonard et Pétronille Lippe, qui ont fui l'Alsace annexée et se sont réfugiés à Paris comme pas mal d'Alsaciens, ouvrent un commerce de brasserie au 151 du boulevard Saint-Germain. Il faut dire que le traité de Sedan, après la défaite des Français, a été clair. Ceux qui voulaient rester en Alsace seraient allemands, les autres partiraient. Ils ont choisi de partir. Ils ont choisi de partir et ils ont bien fait. Alors, je pense même que la brasserie n'existerait pas si la France avait gagné la guerre. Ah, je pense exactement, vous avez raison. Alors, il se trouve que créer une brasserie à Paris où on sert de la choucroute et de la bière, c'est une façon de se venger. Un petit peu, oui. C'est-à-dire que l'occupation allemande, ça a été, c'est une façon de reprendre l'Alsace et la Lorraine. Exactement. Et dans les souvenirs de Lippe, est-ce que ça a marqué cette époque-là ? Oh, peut-être pas, mais on garde toujours cette grande tradition culinaire de l'Alsace, ça c'est certain. Alors, il y a une chanson qui évoque justement Pétronille, la femme, parce qu'elle était toujours derrière sa caisse. Sud Radio, les clés d'une vie. Dans la rue, on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. La caissière du Grand Café, qui est en fait un classique des comiques troupiers. Alors en fait, cette caissière, c'est celle du café Burtin, situé sur la place Victor Hugo à Grenoble. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Alors, il se trouve que Lippe, le faubourg Saint-Germain, dans les années 1880, c'était un lieu où il y avait les bourgeois, les financiers principalement. Oui, et puis il y avait quand même beaucoup de commerces de boissons et de restauration. Hein. Oui. Et en même temps, les poètes venaient y boire quelque chose avec le peu d'argent qu'ils avaient. Déjà, mais parce qu'il y avait aussi les maisons d'édition qui commençaient à exister dans ce quartier. Donc ça a amené cette clientèle d'écrivains, de poètes, donc qui venaient à la brasserie. Qui, encore une fois, la brasserie, c'est un lieu qui est ouvert toute la journée. Oui, donc on pouvait à n'importe quel moment boire un verre ou s'installer pour déjeuner ou dîner tôt, oui. Alors, vous arrivez là-bas, Claude Guittard, parce que vous cherchez du travail. Exactement. Vous avez déjà fait vous avez commencé votre métier. Oui, parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans une ville de province, que je ne citerai pas, c'était un cauchemar, et je suis rentré chez Lippe, oui, en tant que chef de rang, pour recommencer ce que j'avais fait 20 ans auparavant. Alors, vous aviez commencé, je crois, en Écosse. Oui, tout à fait. J'ai passé 5 ans en Écosse, dans un charmant village qui s'appelle Fort William. J'ai adoré, c'était des gens adorables. En même temps, c'était très particulier, les économies en Écosse. Oui, parce que moi qui suis auvergnat, j'ai rencontré mes maîtres, je dirais, les Écossais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'était un restaurant qui marchait très bien, il y avait une trentaine de personnel en salle et on vendait beaucoup d'alcool. Les Écossais boivent pas mal, pareil, peut-être plus que nous les Français. Et on vendait des alcools, on avait des bouteilles d'1,5 litre. Et quand les bouteilles étaient vides, on remettait les bouchons, les capsules dessus. On les descendait à la cave, on les retournait, on avait des étagères avec des trous dans les étagères et on retournait les bouteilles, on les laissait reposer et le lendemain matin, en dévissant le bouchon, on récupérait quasiment une dose d'alcool. C'est incroyable. Et tous les jours, on mettait 30 à 40 bouteilles pour vous dire qu'on vendait. C'était des bouteilles d'1,5 litre. Hein. On vendait pas mal d'alcool.
Et le summum, je crois, du rapuche, vous l'avez connu à Clermont-Ferrand, où le patron se plaignait quand il restait du pain sur la table des clients. Ah oui, oui, oui. Alors, il s'appelait Saint-Chély et il était aveyronné. Et quand on ne devait rien jeter, on récupérait tout. Et il avait cette célèbre expression. Il nous disait, quand il nous voyait jeter quelque chose, il nous disait, ici, c'est pas la maison du cadeau. La maison du cadeau, c'est chez Pignol, place de Jaude. Parce qu'il y avait un magasin, place de Jaude, qui s'appelait la maison du cadeau. Et le propriétaire, c'était Monsieur Pignol. Alors, il se trouve que vous arrivez chez Libre, la brasserie Libre est déjà une légende, Claude Guittard. Ah oui, mais la brasserie Libre est devenue une légende dans les années 20. Du moment où Marcelin Cazes, l'Aveyronais, rachète la brasserie et elle agrandit, parce que lorsqu'en 1920 il l'achète, il n'y a que la première salle, et en 1935 il inaugure la salle du fond, donc c'est lui qui fait vraiment la réputation de la maison. Et vous arrivez dans ce lieu parce que vous cherchez du travail et vous ne savez pas si vous allez être engagé. Non, parce qu'il n'y avait pas d'annonce. Je me suis adressé à ce qu'on appelait un bureau de placement, qui s'appelle toujours un bureau de placement, au Quai aux Fleurs. Et on m'a dit, allez voir chez lui, peut-être qu'ils embauchent. Mais il n'y avait aucune certitude. Et vous avez commencé en bas de l'échelle avec la tenue traditionnelle des serveurs. Exactement. La chemise blanche, le gilet noir, la veste qu'on appelle le rondin et le grand tablier blanc. C'est une chose traditionnelle, on porte ça. C'est le seul restaurant où on porte ça. Oh, il y a encore quelques endroits. C'est vrai que la veste rondin, plus beaucoup, mais nos voisins en face, le Flore et de Magot, ont une tenue similaire. Alors, il se trouve aussi que vous arrivez le jour où il y a, je crois, dans la salle, Joseph Pasteur, Topor et Marcel Bleustein-Blanchet. Oui, tout à fait. Et des gens dont j'avais entendu parler. Pour moi, c'était impressionnant. Le premier jour, déjà des gens célèbres. Alors, vous avez aussi un numéro. Oui. C'est-à-dire que tous les serveurs chez LIP ont un numéro qui évolue en fonction de l'évolution de la carrière. Exactement. Je suis rentré, j'avais le numéro 23. Donc ça veut dire le dernier arrivé. Et il y a 23 chefs de rang à la brasserie LIP. Celui qui a le numéro 1, c'est le chef de rang le plus ancien. C'est vraiment une tradition incroyable. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Ah, c'est quelque chose d'important et d'unique. Je ne connais pas d'autres restaurants qui pratiquent ça. Alors, il y a aussi les serveurs. On les connaît que par leur prénom. Oui, on donne pas les noms et c'est vrai que c'est Monsieur Jean, Monsieur Christian, Monsieur et une des particularités qui a été mise au point par Marcelin Cazes, c'est que 2 chefs de rang ne peuvent pas avoir le même prénom. Donc si le plus récent qui rentre doit changer son prénom, prendre son deuxième prénom d'état civil, parce que Monsieur Cazes ne voulait pas 2 serveurs avec le même prénom. Alors justement, ces serveurs, quand on va là-bas, on les connaît, on est habitué, on les appelle par leur prénom. Il y a aussi un lien qui se crée entre le serveur et le client. Oui, parce que dans une brasserie, les garçons parlent aux clients et les clients parlent aux garçons. On n'est pas dans un endroit guindé comme un restaurant où le personnel est quand même plus en retrait. À la brasserie, on parle aux clients. Et comme les garçons sont quand même très fidèles à l'établissement, ils finissent par connaître leurs clients et vice-versa. Alors, il se trouve aussi qu'il y a une particularité. Depuis le début, il n'y a jamais eu aucune femme dans la salle, Claude Guittard. C'est le vrai. Lorsque Léonard Liff signe le bail en 1880, la propriétaire des lieux avait mis une clause dans le bail comme quoi elle interdisait qu'il employait des femmes au service. Parce que dans les années 1880, il y avait certains bistrots et cafés à Paris qui employaient des femmes. Et ces femmes avaient obligation de boire avec les clients, ce qui pouvait amener à des situations pas très catholiques, on va dire. Et donc, elle avait interdit ceci. Alors aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, la loi nous l'interdit. Mais moi, je n'ai jamais reçu de candidature de femme pour un poste de garçon chez LIP. C'est fou, hein? C'est fou. Les couples aussi ne sont pas tolérés. Ah, les couples n'ont jamais été tolérés. Du temps de la famille Cazes, les couples n'étaient pas tolérés. Et pourquoi? Il en existait, parce que je sais pas, ça dérangeait monsieur Cazes. Alors, il en existait des secrets. Monsieur Jean, qui fut un grand premier maître d'hôtel à la brasserie, a longtemps été ami avec la caissière. Mais jamais personne l'a su. Et M. Jean est parti en 1997, le 15 décembre 1997, et il s'est marié le 26 décembre avec cette femme. Ça faisait 30 ans qu'ils étaient quasiment ensemble. C'est fou, hein. Mais ça, quelques serveurs le savaient. Oui, il y avait quelques personnes dans la confidence, mais c'était très, très discret. Alors, vous avez gravi les échelons petit à petit? Oui, parce que j'ai eu... Alors, mon anglais m'a beaucoup aidé, parce que dans la brigade de restaurants, peu de gens parlaient anglais. Moi, je parlais anglais couramment du fait de mes 5 années à l'étranger, ce qui m'a permis d'accueillir des clients étrangers qui ne parlaient pas français. Donc, mon prédécesseur m'a remarqué.
et m'a fait évoluer dans la hiérarchie. Et puis un jour, vous avez été convoqué par le patron Olivier Bertrand, Claude Guittard. Oui, eh bien, mon prédécesseur allait partir et donc Olivier Bertrand cherchait un successeur à ce monsieur et je l'ai rencontré et j'ai eu une chance folle puisque mon prédécesseur lui a dit mais c'est lui mon successeur, il est tout à fait apte à diriger l'établissement. Ça, vous y attendiez ou non? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était une surprise. Je savais qu'il allait partir, mais je n'ambitionnais pas. Enfin, je n'y croyais pas, quoi, tout simplement. Alors, les propriétaires de Lippe dans l'histoire, j'ai un peu recensé. Après Léonard Lippe, il y a eu Joseph Gendreau, il y a eu Jean Colombet, Jules Florentin et Martin Barthélemy Hébrard, qui était un limonadier et qui exigeait la livraison des liquides avant 10h du matin. Oui, tout à fait. Mais tous ces propriétaires ne sont pas restés très longtemps parce que Léonard Lippe part en 1920 et part en 1910, pardon, et Marcelin Cazes achète l'établissement en 1920. Et dans les premiers clients, il y avait aussi Alfred Jarry, je ne sais pas si vous le savez, l'auteur du Bureau, qui faisait un déjeuner à l'envers. Il commençait par le dessert. Il commençait par l'absinthe. Le dessert, absinthe, fromage, absinthe parce qu'il buvait quand même pas mal et il faisait un déjeuner à l'envers, tout à fait. Et Marcel Proust ne venait pas mais envoyait Céleste Albaret chercher de la bière, oui. C'est elle qui raconte ça dans ses mémoires, qu'elle venait quand il voulait pas venir, donc elle venait avec ses pots de bière, elle remplissait ses pots de bière chez Lippe. C'est fou ça, pourquoi il venait pas? Je crois qu'il était malade en fait, c'est quand il venait pas, mais il adorait cette bière-là et il voulait pas s'en passer. Voilà, ça c'est l'histoire du début et puis elle a évolué. On va en parler avec Claude Guittard avec une autre date de la brasserie Lippe, le 26 décembre 1926. A tout de suite sur Sud Radio avec Claude Guittard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Claude Guittard. Vous avez pendant 30 ans travaillé à la brasserie Lippe, brasserie légendaire. Vous publiez Lippe est une fête aux éditions du Rocher et on évoque l'histoire de cette brasserie qui est en même temps une histoire de la France du XXe siècle. Alors le 26 décembre 1926, c'est la réouverture après les travaux et un banquet est réservé aux clients les plus fidèles parce qu'il y a 80 clients désormais car Marcelin Cazes, le nouveau propriétaire, a fait des gros travaux. Ah oui, il a fait des gros travaux. Marcelin Cazes achète la brasserie en 1920, il y a 10 tables. Et donc en 1926, il y en a 50 pratiquement. Il a racheté la cour, l'arrière-cour, et il a confié les travaux à un architecte qui était célèbre à l'époque, qui s'appelait Léon Madeline, qui lui a fait un décor avec ces céramiques qu'on retrouve. Alors devant, ce sont des mosaïques. Devant, ce sont des céramiques et dans la salle du fond transformées, ce sont des mosaïques. Mais il a gardé une frise de fleurs qui sont des fleurs de houblon. Le houblon est bien sûr rappelant la bière alsacienne. Alors, il se trouve qu'il y avait aussi le premier étage où il y avait des billards au départ. Oui, tout à fait. Il y avait 2 billards au premier étage et Marcelin Cazes les a supprimés. Le jour, il a fallu les faire réparer parce qu'il a trouvé que c'était beaucoup trop onéreux et il a remplacé les billards par des tables de restaurant. Ce qui était beaucoup plus avantageux pour lui. Alors, il faut savoir que Marcelin Cazes, il est né à La Guiole, chef-lieu de l'Aveyron. Il a connu une vie difficile dans les fermes au départ. Oui, parce qu'il était issu d'une famille nombreuse et La Guiole, c'est un village pauvre, enfin comme à l'époque, il est né en 1888, c'était un village très pauvre et il a connu une enfance difficile. Et à 14 ans, il décide de venir à Paris, il prend la diligence et ensuite un train en 3e classe. On ne sait plus que ça existe, la 3e classe. Quelle aventure, oui, tout à fait. La diligence et le train de 3e classe. Alors il se trouve que la 3e classe, Brel, quand il est venu à Paris pour la première fois, il n'avait pas d'argent, il a pris un billet de 3e classe et Bruxelles-Paris à l'époque c'était 6 heures de train. Alors donc Marcelin Cazes vient à Paris, il travaille dans des bougnats et il devient garçon de bain à domicile. Je pense que c'est un des pires métiers qu'il ait pu faire. Il transportait de l'eau chaude dans une charrette, enfin dans une citerne posée sur une charrette. Sur la citerne, il y avait la baignoire, donc il montait la baignoire dans les étages chez le client qui avait demandé. Il allait chercher l'eau avec ses seaux, il remplissait la baignoire et toute la famille prenait son bain. Le père, la mère, les enfants, et il dit même le chien à la fin. Et il vidait la baignoire avec les mêmes seaux, il redescendait l'eau dans la cour parce qu'il y avait aucune commodité. Et s'il ne renversait pas d'eau dans les escaliers, il avait droit à un petit pourboire qu'il a toujours mis de côté. Voilà, car ce sont ces pourboires qui ont permis à Marcelin Cazes d'acheter son premier bar. Son premier bar, et puis un bar dans un quartier pas forcément facile, mais il a beaucoup travaillé. Rue de la Roquette, je crois, il y avait beaucoup de voyous. Oui.
Et ensuite, il était au Halles, je crois. Il a été au Halles et après, il a été à Maubert. Avant d'arriver à Saint-Germain, il a été à Maubert. Donc, des métiers de labeur, c'était vraiment, avec son épouse, ils ont passé du temps. Hein. Et donc, un jour, il a essayé de racheter la brasserie, qui s'appelait encore la brasserie du Rhin. Oui, les brasseries des bords du Rhin. Alors, on dit qu'après la guerre de 14, ils ont enlevé du Rhin et c'était devenu la brasserie des bords, parce que le Rhin était plus en odeur de sainteté après 1918. D'ailleurs, il a été blessé, Marcellin Cazes, il aurait pu mourir à la guerre de 14. Tout à fait. Il a eu sa vie de soldat, mobilisé, la guerre. Ouais. Donc, il a fait la brasserie Lippe. Tout à fait. Mais personne ne sait à l'époque que c'est le fondateur, on a oublié. On a oublié, pourtant il y a une petite enseigne en fer forgé où il y a marqué Lippe, qu'on ne voit très peu. Moi, j'ai des photos où on la voit, où c'est écrit en tout petit, mais il y a une petite enseigne qui n'est pas du tout éclairée, rien du tout. Et lui, il pense que c'est mieux pour le commerce d'avoir un nom court. Et qui sonne bien. Alors, il se trouve que les années 20, c'est bien sûr Montparnasse qui fait rêver, mais il y a aussi une vie à Saint-Germain-des-Prés, notamment avec le théâtre et Jacques Copeau qui a repris le Vieux Colombier, qui était l'Athénée Saint-Germain. Tout à fait. Et ça devient des clients réguliers. Boris Vian aussi. Enfin, il y a toute une clientèle qui n'est jamais allée à Montparnasse et qui n'ira pas. C'est vraiment la vie de quartier de Paris. Hein. On est à Montparnasse ou on est à Saint-Germain. Et il y a aussi les hommes politiques, car la Chambre des députés, les députés viennent régulièrement déjeuner ou dîner. Oui, parce que encore une fois, c'est une brasserie qui est ouverte toute la journée. Donc on peut venir lors d'une suspension de séance, déjeuner tardivement ou dîner tôt. Et il y a toute une clientèle d'hommes politiques qui vient et qui prend ses aises chez Lippe. Et il y a aussi les hommes d'affaires. Également. Et à chaque fois, c'est un lieu qu'ils adoptent pour quelle raison ? Ils adoptent ce lieu parce que ils sont sûrs de manger des produits de qualité, parce que ça a toujours été le leitmotiv de la brasserie, sûr d'être accueillis parce qu'il y a de la place et on leur trouvera toujours une table. Et encore une fois, à n'importe quelle heure, ils peuvent venir. Ce qui est rare dans le quartier. Ce qui est quasiment, il n'y a aucune brasserie dans le quartier de Saint-Germain à cette époque-là. Il n'y a aucune brasserie digne, enfin de ce nom, une brasserie qui sert des plats fabriqués toute la journée. Il y a une équipe de cuisine qui est là du matin au soir et ce qu'on mange, c'est fabriqué à la minute et il n'y en a pas d'autres dans le quartier. Alors il se trouve qu'il y a aussi quelqu'un de très célèbre qui arrive un jour à la brasserie Lippe et Robert Charlebois l'a évoqué dans une chanson. Charles Lindbergh, qui après s'être posé au Bourget le 21 mai 1925, a fini la journée chez Lippe. Oui, alors Marcellin Cazes le raconte dans ses mémoires, ça a été de la folie. Il y avait 200-300 personnes devant la porte, il n'a pas pu fermer l'établissement. Bon, ça n'a pas dû gêner un Aveyronais de travailler toute la nuit, mais c'était une folie totale dans le quartier, il n'avait jamais vu ça avant. Et pourquoi Lindbergh était venu là ? Alors là, aucune idée, et Marcellin ne le dit pas, mais on peut imaginer aussi que c'était la brasserie. La brasserie était ouverte jusqu'à 2h du matin, donc il est arrivé tardivement. Il a été conduit là parce qu'on était sûr qu'ils étaient nombreux et ils seraient accueillis. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en 68, à la veille du départ des astronautes d'Apollo 8, il a déjeuné à Cap Canaveral avec les astronautes, avec sa femme Anne. Ah oui ? Il est allé là-bas pour leur souhaiter bonne chance. Et puis, il y a aussi Saint-Exupéry qui, après avoir failli périr dans le désert, est venu à la brasserie Lippe, Claude Guittard. Oui, après s'être perdu dans le désert de Libye, on l'a retrouvé et il est venu fêter avec son épouse Consuelo sa réapparition, parce que la presse l'annonçait presque mort, parce qu'il avait disparu, il a disparu quelques jours quand même. Oui, et il a été sauvé par des Bédouins. Tout à fait. Et puis il y a eu Stavisky, l'escroc, qui était aussi un habitué de chez Lippe. Tout à fait, qui avait ses habitudes aussi, monsieur avec beaucoup de classe, mais on a su après. On a su après qu'il se soit suicidé à Chamonix. Ouais. Et puis il y a eu la guerre. Alors la guerre, ça a été, la brasserie Lippe est restée ouverte, mais pas question de faire du marché noir. Non, pas question. Et la brasserie Lippe n'était pas ouverte tous les jours, elle était ouverte quand le ravitaillement permettait de cuisiner. Il y a un menu maigre qui était dans les années 40 où il y avait potage Vichy, carottes Vichy, et certains jours, Marcellin ne pouvait pas ouvrir parce qu'il avait
pas pu se ravitailler. Mais il ne voulait pas exactement succomber au marché noir. Il a eu bien raison. Et puis le jour de la libération de Paris, il y a une Jeep qui arrive avec un premier client à qui il va offrir un cognac. Oui, il va même lui offrir, il va lui remplir sa gourde. C'est Hemingway qui s'était engagé dans l'armée comme correspondant de guerre. Et comme il connaissait bien la brasserie, ça lui faisait plaisir de venir saluer Monsieur Cazes. Et Monsieur Cazes était aussi touché de le voir. Donc il lui a pris sa gourde, il l'a remplie de cognac et il lui a rendu. Il faut savoir que Hemingway a écrit beaucoup d'articles de journaux et quelques livres à la brasserie Lippe. Oui, entre les deux guerres, lorsqu'il était à Paris et qu'il n'était pas très argenté, il venait chez Lippe et il pouvait écrire sous l'escalier. Il y a une table ronde qui était sa table dédiée où il a écrit donc dans son journal Paris est une fête. Il a eu un chapitre sur la brasserie. Il se trouve aussi qu'un jour, Marcellin Cazes achète un cahier en toile noire. Il va en faire le cahier des célébrités qui passent tous les jours. En septembre 55. Le 14 septembre. Le cahier commence. Qu'est-ce que c'est que ce cahier ? C'est un cahier où l'on note tous les jours, midi et soir, depuis cette époque-là, les clients célèbres qui viennent à la brasserie ou anonymes mais réguliers. Et c'est une mine d'or parce qu'on peut imaginer, il y a des soirées avec des noms incroyables, on peut imaginer des soirées assez festives à la brasserie. Et en même temps, on se rend compte de ce que ça représentait. C'était l'histoire de France qui défilait à la brasserie Lippe. Ah, exactement. C'est un panel de toute la société politique, la société artistique. Tout le monde est passé par là, le cinéma, le théâtre, la chanson, les architectes, la mode, c'est très 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 impressionnant. Il a reçu, je crois, la Légion d'honneur au titre du travail. Et il était fier de ça. Il n'aurait pas aimé la recevoir au titre du commerce. Pour lui, la vertu, c'était le travail. Et il a beaucoup travaillé. Il n'a pas été le seul. Et on va continuer à parler de la brasserie Lippe à travers une autre date, le 29 octobre 1965. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Guittard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Guittard. Pendant 30 ans, vous avez travaillé à la brasserie Lippe en partant du bas de l'échelle et en finissant directeur. Et vous publiez aujourd'hui aux éditions du Rocher, Lippe est une fête, qui raconte l'histoire de cette brasserie. Alors on a raconté le début avec Monsieur Lippe, avec Marcellin Cazes. Et puis, le 29 octobre 65, c'est un événement historique et tragique qui se produit. C'est la campagne présidentielle et c'est pendant la campagne présidentielle que l'affaire Ben Barka C'est Philippe Alexandre, ça. va être découverte par les Français. L'affaire Ben Barka, car ça commence à la brasserie Lippe où un jour il y a 3 clients à une table tranquille. Il y a Georges Franju qui est un metteur en scène, Philippe Bernier qui est un producteur, et puis un certain Georges Figon qui a fait 11 années de prison et qui prépare un film sur la décolonisation et qui a invité Mehdi Ben Barka à venir chez Lippe. Oui, et Mehdi Ben Barka accepte parce qu'il habite en Suisse, il est réfugié en Suisse parce qu'il craint quand même pour sa vie. Parce qu'il est opposant au Maroc. Il est opposant au roi du Maroc, mais il vient parce que c'est Marguerite Duras qui doit faire les dialogues de ce film. Elle habite dans le quartier juste en face. Elle habite dans la rue en face. Et donc il arrive et il n'a même pas le temps de rentrer à la brasserie. Il est cueilli par des policiers français devant la porte. Et il s'inquiète pas parce qu'il pense que c'est un simple contrôle et on ne le reverra jamais. Mais il n'est jamais rentré chez Lippe. Depuis 1965, on parle de lui souvent et à raison. Mais c'est un client qu'on n'a en fait jamais reçu. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Figon, on raconte des tas de choses, Figon était complice, avait tout prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Figon était complice. Figon, on l'a quand même retrouvé suicidé quelques années plus tard. Hein. Oui, il était complice. C'était. Alors, est-ce que c'était le sac de l'époque? Est-ce que voilà? Et il a été emmené à Courcouronnes, dans la villa d'un truand, où on suppose qu'il a été assassiné dans cette villa. Mais personne n'imaginait ça, et on n'a jamais su finalement la vérité. On n'a jamais su. Il y a eu plein d'hypothèses. Moi, j'ai lu une hypothèse en Jeune Afrique où le corps aurait été rapatrié dans son pays d'origine au travers de 2 avions avec un échange de cercueils sur l'aéroport de Tarbes une nuit. Mais rien, encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Alors, il y avait aussi, et vous l'avez remarqué, Claude Guittard, un agent de la CIA, James Campbell, ce jour-là dans le restaurant. Exactement. Mais c'est dans ces petits cahiers des personnalités où je me suis penché un jour sur cette date quand même incroyable. Et quand j'ai regardé, j'ai cherché qui était James Campbell. Et donc, il était là sous couvert d'être journaliste américain, mais c'était un membre de la CIA. Donc, on peut se poser la question, que faisait la CIA ce jour-là chez Lippe?
Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu 2 films sur cet enlèvement. Le premier, Yves Boisset l'a tourné, et il a tourné une scène, la scène de l'enlèvement, grâce à la complicité du fils de Marcelin Cazes, qui a repris les lieux en 65, Roger Cazes. Exactement, parce que la police, les services d'ordre ne voulaient pas le laisser tourner devant la porte. Et Roger Cazes s'est impliqué en disant, mais moi, devant ma porte, j'ai 1,50 m de trottoir et je vais l'utiliser comme je veux. Et Yves Boisset a pu mettre son travelling et faire son tournage. La police est venue, mais il y avait des comédiens pour empêcher la police de... Exactement, tout était bien orchestré et le film a pu se faire. Alors il se trouve que Roger Cazes, donc c'est le fils de Marcelin Cazes, qui a été élevé en province et qui est revenu ensuite à Paris, et qui va faire vraiment de l'Ypres un théâtre. C'est-à-dire qu'il y a un panneau à l'entrée, 90 minutes d'attente. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a créé ça. Il ne supportait pas le téléphone qui sonne, donc il ne voulait pas de réservation par téléphone. Pendant des années, il n'y avait aucun téléphone dans la salle. Le seul téléphone accessible était au sous-sol, dans le local des vestiaires. Et il fallait venir le voir personnellement et se faire inscrire sur une petite liste pour avoir une table. C'était alors qu'il y avait des tables de libre. Ah mais il y avait toujours des tables de libre. Mais il pratiquait cette politique-là pour donner encore plus envie aux gens. Et puis surtout, il voulait que ses clients soient respectueux de la réservation. Un client qui ne venait pas à une réservation, il pouvait être sûr d'être banni pendant quelques jours. Même quelques années. Alors, il y avait 3 lieux chez l'Ypres. Il y avait en bas, c'était le Paradis. Oui, en rentrant à droite et à gauche, c'est une salle dénommée le Paradis. Dans la salle du fond, donc un peu plus loin, passer le bar, c'est le Purgatoire. Et donc le premier étage, c'est l'enfer. L'enfer. Et justement, aller au premier étage, c'était la honte. Pour ceux qui ne le savaient pas, non, mais pour ceux qui savaient, ceux qui étaient au paradis voyaient monter des clients en enfer. Et là, ceux qui étaient au paradis se marraient bien, on va dire. Voilà. Mais en même temps, c'était un jeu, c'était un théâtre. Oui, et puis parce que l'affluence de clients rendait impossible d'installer tout le monde au rez-de-chaussée. Donc il fallait aussi remplir le premier étage, qui est une belle salle de restaurant. Alors il se trouve qu'en bon auvergnat, Roger Cazes avait des petits cartons pour noter les noms qui étaient les restes des menus précédents de l'Ypres. Exactement, on ne gâchait rien. On est chez la Véronée, donc on ne gâchait rien. Voilà. Et il se trouve aussi que la carte n'a pratiquement jamais changé depuis le début. Ah, depuis, je peux dire qu'aujourd'hui, ça fait 70 ou 72 ans qu'on sert les mêmes plats. Donc aujourd'hui, mardi, c'est blanquette de veau, par exemple. Et demain, ce sera bœuf mode. Et ça fait 75 ans que ça dure. Mais comment ça se fait? Il ne voulait pas changer? Non, mais il ne voulait pas changer, il voulait donner des habitudes aux clients. Et c'est très intéressant parce que commercialement, c'est intelligent parce que ça donne des repères aux clients. Il y a des clients qu'on ne verra que le mardi pour la blanquette de veau ou que le samedi pour le bœuf grossel. Alors, la tête de veau date de 1957, la brandade de morue de 61. Exactement. Alors, il y a un problème, c'est le café. Que le café, au départ, était très mauvais chez l'Ypres et c'était volontaire, Claude Guittard. Exactement. C'est Marcelin Cazes qui trouvait que des clients qui prenaient un café puis 2 occupaient la table alors qu'il y avait la queue pour d'autres gourmets qui voulaient déjeuner et qu'il ne gagnait pas sa vie en vendant des cafés. Donc il préférait faire un mauvais café de type Kona. À l'époque, Kona n'avait pas bonne réputation et donc les clients le savaient et après le dessert, demandaient l'addition et allaient boire un café au Flore ou de Magot. Donc il gagnait plus d'argent. Donc on pouvait renouveler les tables. Mais dans le cadre faut manger vite, il y a quelqu'un qui a pratiqué ça aussi, c'est Yul Brynner. Quand il a créé le Hard Rock Café à New York, il a mis de la musique volontairement très fort pour que le déjeuner ne dure pas plus de 45 minutes. C'est une solution aussi. Alors il se trouve que bon, c'était un économe, mais Roger Cazes avait une vie très particulière. Il était là tous les jours et l'été, je ne sais pas si vous le savez, il allait à Trouville, il avait un vélo et il jouait au casino. Tout à fait. Il avait plusieurs passions dans la vie, les cigares et le casino. Mais tout ça très discrètement, parce qu'un Auvergnat qui joue au casino, c'est pas si fréquent. C'est pas fréquent. L'un des premiers fidèles, c'était Jacques Laurent, qui est venu enfant à la brasserie l'Ypres. Oui, alors Jacques Laurent, on le retrouve dans nos cahiers de personnalité quand il commence à être célèbre en 55, mais il venait bien avant. Il venait juste après la guerre, il a commencé à venir chez l'Ypres. Je crois que son père était client et qu'il venait pour ce mauvais café. Exactement. Et il se trouve ensuite qu'il s'est mis à écrire ses livres, notamment les Caroline Chérie,
À la brasserie Lippe. Oui, mais sous ce pseudonyme de Cécile Saint-Laurent, il a écrit beaucoup de ses livres. Il est arrivé en fin de matinée, il s'installait sous l'escalier, et puis au moment du déjeuner, il se mettait en face du bar, et l'après-midi, il montait au premier étage pour pouvoir écrire tranquillement. D'une petite écriture, moi j'ai vu des manuscrits, c'était minuscule, c'était des pattes de mouche. Et puis il était très concentré, hein. N'importe quoi pouvait se passer autour de lui, quand il écrivait, il ne voyait rien. Il fumait beaucoup. Et il fumait beaucoup et il aimait bien le whisky. Voilà. Mais à l'époque, on pouvait fumer dans les restaurants. Mais oui, c'était, je ne peux pas dire la bonne époque, mais oui, on fumait le cigare, on fumait la pipe, on fumait les cigarettes. C'était une autre atmosphère, une autre ambiance. Ensuite, il a été élu à l'Académie française, mais il y avait une table pour les prétendants à l'Académie française. Il ne voulait pas y être au départ. Non, exactement. C'est assez drôle, il y a un rang de tables, plusieurs tables côte à côte, j'ai appris que c'était les tables des prétendants à l'Académie. Et j'ai été surpris parce qu'un de mes clients, qui était vraiment un fidèle, que je voulais mettre de l'autre côté, n'a jamais voulu. Et le jour où il a été élu à l'Académie française, il a changé de côté. C'est magnifique. Et Jacques Laurent a dit d'ailleurs à propos de la brasserie Lippe, j'ai tué sous moi des serveurs, des clients et des directeurs. Alors, il y a aussi les hommes politiques qui sont très, très présents. Et le jeu de Roger Cazes, c'était de mettre ensemble des gens de droite et des gens de gauche. Oui, parce que ça favorise le dialogue. Hein. Aujourd'hui, on trouve qu'on ne dialogue plus beaucoup. On se fâche. Et on se fâche. Mais ils débattaient. Mais moi, j'ai essayé de poursuivre cela. Après, c'est vrai que je demandais souvent au premier arrivé si ça ne le dérangeait pas d'avoir monsieur Untel à côté de lui. Souvent, ils étaient d'accord. Si je voyais que ça pouvait, entre guillemets, coincer, j'installais le client ailleurs. Voilà. Il y a aussi un soir historique, c'est le 2 avril 1974. Roger Cazes apprend par l'ambassade de Suisse la mort de Pompidou une demi-heure avant tout le monde. Oui, il avait des relais. Roger Cazes était très bien informé, hein, et donc il avait des relais un peu partout, et il apprend ça. Et donc il regarde dans la salle, et il se dit... à qui pourrait glisser cette info confidentielle. Et il se souvient que François Mitterrand est en train de dîner à la salle du fond. Donc il va le voir et il lui chuchote à l'oreille cette nouvelle. Et à peine Roger Cazes est revenu dans la salle du fond, de devant, François Mitterrand passe presque en courant avec une manche d'imperméable et puis l'autre qui traînait. Et il part. Et Roger Cazes lui dit « Mais monsieur Mitterrand, vous n'avez pas payé votre addition ?» Et François Mitterrand lui aurait dit « Vous me l'enverrez à l'Élysée ». Oui, il a fallu attendre 7 ans pour ça. De plus. Alors, il y a aussi le vendredi soir une tradition. Après apostrophe, Bernard Pivot venait dîner chez Lippe. Oui, Bernard Pivot a organisé plus de 700 dîners chez Lippe après chaque émission littéraire, où ils étaient entre 10 et 12 à table. C'était une tradition auquel il n'a jamais failli. C'est fou, hein. Et il y a eu un gâteau pour la 200e qui a été totalement raté. C'était un gâteau en forme de locomotive. Je ne sais pas pourquoi la locomotive, mais c'était une sorte d'omelette norvégienne qu'ils ont voulu flamber, mais qui a failli foutre le feu au restaurant. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu mettre 200 bougies dessus, en quelque sorte. Et puis il y a quelqu'un aussi que vous n'avez pas connu, mais qui a été aussi une habituée de la brasserie Lippe. Chérie, chérie. Sauvez-moi. Alice Sapritch, vous n'avez pas eu le privilège de la connaître? Non, je n'ai pas eu le privilège de la connaître, mais elle fut une cliente assidue. Elle était souvent assise à côté de Thierry Luron, qui pourtant s'est beaucoup moqué d'elle, mais voilà, chez Lippe, c'était la paix des braves. Voilà. En même temps, je vais vous dire une chose, chaque fois qu'elle déjeunait seule ou dînait seule, c'était le menu léger, mais quand on l'invitait et ça m'est arrivé, elle prenait le maximum de plats. Et il y avait aussi Manouche. Manouche, qui était ancien mannequin de chez Olida, comme elle le disait, qui était la veuve d'un truand et qui était là tout le temps aussi. Exactement, et qui venait avec son fils. Elle a un fils qui est maintenant à quelques années. Oui. Mais, oui, elle venait, elle s'installait table 10 et elle avait quand même une voix de poissonnière, on va dire, mais elle était drôle, truculente. Et il y a une anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez, quand Roger Cazes à la Légion d'honneur, elle dit à tous les clients fidèles, vous allez me donner 100 francs, on va signer une feuille et on fera une boîte à cigares pour Roger Cazes avec votre signature, donc tout le monde a payé en disant on aura une table privilégiée. La boîte à cigares n'a jamais eu lieu et elle a gardé l'argent pour elle. Ah, je ne connaissais pas cette... Et puis il y a quelqu'un aussi qui a compté, c'est Jacques Chazot. Parce que Jacques Chazot, mondain, Roger Cazes l'a beaucoup aidé. Ah oui.
à ce début, quand personne ne croyait en lui, il lui a donné à manger et il lui a fait crédit. Ah mais la famille Caz, ils ont toujours eu un côté comme ça, bon samaritain extraordinaire pour aider les jeunes en devenir. Et il y a quelqu'un aussi qui allait à la table des haricots verts et qui aidait à faire les haricots verts le matin que personne ne connaissait, c'était Fabrice Lucchini. Tout à fait. Il répétait ces scènes de théâtre tout en effilant des haricots verts. Moi, j'ai eu l'occasion d'effiler des haricots verts avec lui. C'était inénarrable. Mais comment ça se fait? C'est quoi cette tradition des haricots verts? C'est-à-dire qu'il fallait occuper le personnel c'était plutôt l'après-midi, c'était entre les deux services. On ne vendait que des haricots verts frais qui arrivaient le matin et il fallait évidemment les équeuter ou les effiler, je ne sais pas comment on dit. Et donc il y avait une table et l'après-midi, il y avait la vestiaire. 2 ou 3 chefs de rang qui s'installaient dans la salle du fond et en passant l'après-midi, on effilait les haricots verts qui étaient cuits après pour le soir. Et certains clients, comme c'est une brasserie ouverte toute la journée, venaient, nous rejoignaient. On a eu Lionel Jospin, oui, on a eu Lucchini. Alors, il y a eu pas mal de gens qui sont passés par cette table. Alors, cette histoire de la brasserie libre, vous la racontez dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date du 20 mars 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Guittard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Guittard. Je rappelle que pendant 30 ans, vous avez travaillé chez LIP, du bas de l'échelle à la direction, et vous publiez aujourd'hui aux éditions du Rocher, LIP est une fête. Le livre est sorti le 20 mars 2024. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui, Claude Guittard? Bon, parce que, pourquoi l'avoir écrit aujourd'hui? Je ne pouvais pas le faire avant parce que je travaillais. Pour écrire un livre, il faut du temps. Et puis, j'étais pas sûr au départ de le faire. Et puis, j'ai un éditeur qui m'a convaincu du bien fondé de raconter mon histoire chez LIP qui pouvait pas être intéressante pour des lecteurs. En même temps, votre histoire est celle du lieu, parce que Marcellin Caz a écrit un livre qui est aujourd'hui un collector. Ah oui, mais alors Marcellin Caz a écrit un bouquin fabuleux, parce que là, c'est son histoire. Marcellin Caz était le bâtisseur, hein. Il a racheté la brasserie, puis le Balzar, plein de choses. C'est un homme incroyable. Moi, je suis très honoré de ce passé-là. Oui, et il y a Jean Divot aussi, qui en années 70, fondateur de Télé 7 jours, qui a écrit un livre sur la brasserie LIP, qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès, oui. Alors, il se trouve que dans ces histoires de livres, vous racontez un peu le lieu, et notamment la Porte à Tambour, qui est un lieu très particulier. Ouais, la porte à tambour, c'est l'endroit, lorsqu'elle est en fonction, c'est une porte qui tourne sur elle-même, hein, un vrai tambour. C'est l'endroit où l'on voit, lorsque les clients la poussent, s'ils sont habitués ou pas à la maison. C'est une façon de prendre le tambour dans un sens. Il vaut mieux la prendre dans le bon sens. On reconnaît tout de suite un client qui va prendre la porte tambour dans le mauvais sens. Et celui-ci, on aura tendance à l'envoyer au premier étage parce que pour nous, il ne connaît pas les us et coutumes de la maison. Oui, il se trouve que cette porte à tambour, bon, aujourd'hui, il y en a partout dans tous les établissements, mais elle était avant-gardiste. Ah, c'était une révolution, oui, tout à fait. Et puis c'est un mécanisme incroyable. C'est une porte en acajou avec des jouets en crin de cheval qui sont magnifiques. C'est une œuvre d'art, hein. Qui date de 1888. Exactement. Elle n'a pas été. La première photo de 1880, on voit pas la porte tambour, elle n'existe pas. Elle est installée 8 ans plus tard. Et alors, c'est quelque chose qu'il faut entretenir en permanence. Oui, c'est un mécanisme incroyablement compliqué mais solide parce que jamais aucune pièce s'est cassée, mais il faut l'entretenir, il faut graisser certains roulements, voilà. Ce qu'on ne sait pas aussi, et ce que vous racontez dans votre livre, c'est le quotidien de la brasserie LIP, notamment chaque ampoule est vérifiée chaque matin, Claude Guittard. Oui, c'est une de mes manies. J'ai toujours jamais supporté, je dirais, une ampoule grillée. Donc le matin, je rentrais par la porte principale et ma première occupation, c'était de surveiller les lustres et de voir qu'il n'y ait pas d'ampoule grillée. Je trouve que c'est une façon de montrer qu'on s'occupe bien d'une maison. Une ampoule grillée, c'est pas joli. Oui, alors il faut aussi organiser les tables, et ça, c'est pas un jeu de hasard. Non, c'est pas un jeu de hasard. Il faut faire attention de mettre qui on met à côté de qui. Il y a toute enfin, je dirais pas une science, mais il faut bien connaître ses clients pour éviter de faire des impairs. Il est arrivé de faire des impairs. Je crois que vous n'avez pas reconnu un jour le roi de Belgique. Oui, le roi de Belge est arrivé. Il n'avait pas réservé. Il est arrivé sans protection policière, ce qui est assez rare. Et non, je l'ai pas reconnu. Il avait franchement pas une tête très médiatique. C'était pas la reine d'Angleterre, hein. Donc je l'ai pas reconnu. Il l'avait pas réservé. Il est monté au premier étage. Et vous l'avez su après? Je l'ai su après. Ce sont des clients qui sont venus me prévenir, me disant mais vous savez qui vous avez envoyé au premier étage?
Bon, je suis allé le voir et non, il m'a dit qu'il se trouvait très bien là-haut et il est resté. Il y avait quelqu'un qui a aussi aimé le premier étage, c'est Madonna. Oui, parce qu'elle voulait de la discrétion. Le premier étage est bien pour cela. Si on veut un peu de discrétion, on s'installe au premier étage. Et lors de ses concerts à Paris, à la fin de ses concerts, elle venait, elle nous réservait généralement pratiquement la salle du premier étage pour être tranquille. Alors, il y a aussi un panneau qui indique qu'on ne compte pas les radis de monsieur Vincent Lindon. Oui, parce que Vincent Lindon est un fidèle de chez Fidèle. Il vient à la brasserie peut-être depuis 27, 28 ans. Et j'ai pas son plat préféré, mais quand il arrive, il aime bien grignoter quelques radis. Bon, et un jour, j'ai décidé qu'on lui ferait plus payer ses radis, donc j'ai mis une petite pancarte, en cuisine, où les radis de Monsieur Lindon sont offerts. Voilà, c'est pas un radis selon l'expression populaire. Alors, ces panneaux, justement, lorsqu'on est dans cette brasserie, il y a des panneaux qui semblent ne pas avoir d'âge, qui datent de 2 siècles, mais qui ont été réalisés presque aujourd'hui. Oui, parce qu'on pense que, enfin, si vous voulez, il y a des panneaux sur les chiens qui sont très intéressants, où le panneau dit qu'il est interdit de faire manger les chiens dans le matériel de la maison. On accepte les bêtes, si les chiens sont en laisse et qu'ils se tiennent tranquilles, il n'y a pas de problème. Mais on ne veut pas que les chiens et les humains mangent dans les mêmes gamelles. Oui, mais il y a plusieurs panneaux comme ça avec des indications sur les chèques, sur la... Oui, les chèques ne sont pas admis, bien sûr. Ou alors tabac. il faut manifester le désir de payer par chèque à l'arrivée, ce qui est quasi improbable. Voilà. Mais il y a aussi, je crois, les fumeurs de pipe qui longtemps été tolérés, c'est plus le cas. Alors non, les fumeurs de pipe étaient bannis parce que monsieur Roger Caz n'aimait pas l'odeur du tabac. Il y avait ces nouveaux tabacs dans les années 60 comme l'Amsterdamer qui donnaient des tabacs un peu sucrés. Roger Caz n'aimait pas ça. Roger Caz était un amateur de cigares. Il préférait le cigare et il interdisait la pipe. Et puis il y a la veste qui est obligatoire. Bah ça, c'est une tradition d'élégance, je dirais. Oui, la veste pour les hommes était obligatoire. Ça devient difficile aujourd'hui parce que les hommes viennent sans veste. Mais un homme qui arrivait avec une veste, s'il avait le malheur de la retirer, on lui demandait de la remettre. C'est arrivé, je crois, avec François Bayrou. Oui, et alors c'est vrai que je lui ai demandé de la remettre, mais parce que il était le seul dans la salle à avoir ôté sa veste. Et c'était pas très esthétique. Et il a accepté sans... Il a accepté sans rechigner. Et puis il y a une tradition aussi chez Lippe, c'est le millefeuille. Claude Guittard. Alors, c'est très spécial. C'est un millefeuille qui est fait par une célèbre maison parisienne et c'est vrai que il en est fait que certaines quantités par jour puisqu'on on entretient une pénurie parce qu'un millefeuille c'est bon le jour où ça a été fait. Les millefeuilles sont faits le matin, ils doivent être consommés dans la journée. Sinon, le feuilletage ramollit et c'est pas très agréable. Donc, il y a des clients qui arrivaient, comme Jacques Lang, qui demandaient qu'on leur garde une part de millefeuille. Oui, même à la réservation, quand il réservait, il disait « Vous me garderez 2 portions de millefeuille ». Il y a un film, Le Bon Plaisir, où l'on voit Michel Serrault qui demande qu'on lui mette de côté 2 millefeuilles. Exactement. Quand il arrive dans la brasserie, c'est Roger Caz qui joue son propre rôle. C'est la seule fois où il est au cinéma. C'est la seule fois où il fait du cinéma, exactement. Et il demande qu'on lui mette 2 millefeuilles de côté. Et on a tourné ça le lundi, jour de fermeture de la brasserie. Exactement. Il ne faut pas perdre d'argent. Et puis surtout, accueillir les clients. Moi, j'ai eu l'occasion d'organiser des tournages. Je les faisais la nuit parce que j'estime que le cinéma ne doit pas prendre la place de nos clients. Et nos clients seront quand même les gens les plus importants dans la maison. Tanguy a été tourné, je crois, en partie à la brasserie Lippe. Oui, toutes les scènes de restaurant ont été tournées, mais la nuit. Et on avait eu une franche discussion avec le réalisateur parce qu'il fallait qu'il vienne à 1h du matin, qu'il installe son matériel et qu'il reparte à 6h du matin pour que la brasserie puisse réouvrir. Alors, il se trouve aussi que dans Le Bon Plaisir, on parle entre guillemets de Mazarine. Et Mazarine est venue chez Lippe avec son père alors que personne ne connaissait son existence, Claude Guittard. Oui, exactement. Et alors, ce qui était quand même assez curieux, c'est que François Mitterrand venait seul, ce qui était très rare. Il attendait et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, une jeune fille arrivait. C'était sa fille. Tout le monde le savait et dans la salle était pleine de journalistes, mais personne ne disait rien. Il y avait une vraie discrétion sur la vie privée des hommes politiques. Et quelqu'un qui vous a surpris aussi, c'est la Chabanou, qui dînait seule et qui connaissait des histoires salaces. Oui, je l'ai installée. Alors, elle dînait pas seule, elle dînait avec des amis, mais j'ai l'impression qu'elle s'ennuyait un peu. Et est arrivé Joël Dupuche, le fameux ostréiculteur du bassin d'Arcachon, et je l'ai installé à côté d'elle. Et lui était seul aussi. Et ils ont commencé à parler ensemble. Et Joël est quand même quelqu'un qui a une faconde bien particulière. Et ils ont commencé à se raconter des histoires drôles. Et
quand Joël est parti, il m'a dit, mais elle m'en a raconté des salés. Voilà. Et puis un jour, Bill Clinton est arrivé sans réservation, Claude Guittard. Oui, alors en plein été, un jour, Bill Clinton, il avait quitté la présidence depuis quelques mois, la présidence des États-Unis, et il débarque à la brasserie, ils sont 6. Il n'y a pas eu de réservation, on n'a pas été prévenu. Il est quand même entouré d'une vingtaine de gardes du corps, c'est imposant, mais je n'ai pas de place, la salle est pleine, toutes les salles sont pleines. Donc il est debout et je lui demande d'attendre. Et les clients autour, les fidèles et habitués, ont souri en voyant Bill Clinton attendre une table. Et finalement, j'ai eu une table pour lui en terrasse qu'il a accepté bien volontiers. En commandant du Coca-Cola. Voilà, en commandant du Coca-Cola, et nous n'en vendions pas, donc j'ai dû aller le voir en lui disant « Monsieur, désolé, il n'y en a pas ». Au départ, il ne m'a pas cru, hein, et après, il a souri et il s'est consolé avec un joli vin de Bordeaux. Oui, c'est quand même mieux pour le palais. Et puis, il y a eu quelqu'un de très célèbre qui est venu aussi, c'est un cardinal qui avait ses habitudes chez Lippe, Claude Guittard. Oui, le cardinal Roncalli. Le cardinal Roncalli, avant 1965, était nonce apostolique à Paris. Et il était très ami avec le cardinal de Paris, Monseigneur Veuillot, l'archevêque, et ils venaient déjeuner. Ils aimaient bien les plaisirs de la table et ils venaient déjeuner tous les deux régulièrement à la brasserie. Et résultat, il devient Jean XXIII. Et voilà, un jour, il est élu pape et il se dit, mais comment je vais continuer à pouvoir discuter avec mon ami, parce qu'ils étaient vraiment très amis. Et le pape, donc ils se sont mis d'accord avec Monseigneur Veuillot, et Monseigneur Veuillot venait déjeuner, et le pape téléphonait à la brasserie Lippe. Et Monseigneur Veuillot descendait dans la cabine téléphonique. La vestiaire montait dans la salle. Elle s'arrêtait devant la table de Monseigneur Veuillot. Elle lui disait « Monseigneur, il y a le pape au téléphone ». Et si vous voulez, les gens autour se disaient « La pauvre Berthe perd un peu la tête ». Parce que le pape, c'est pas possible, quoi. Et c'était la stricte vérité. Et Monseigneur Veuillot descendait et ils avaient une conversation privée parce que Jean XXIII disait, mais je risque d'être écouté si je vous appelle ailleurs. Ici, je suis sûr qu'on pourra parler librement. Voilà. Et il se trouve, la vestiaire, c'est Madame Berthe qui fait partie des légendes de la brasserie Lippe, Claude Guittard. Oui, Madame Berthe, elle venait de Bretagne. Elle a travaillé plus de 30 ans à la brasserie et elle connaissait ses clients. Elle connaissait ses clients par ses vêtements. C'est assez incroyable. Elle pouvait, on lui donnait un vêtement, elle était capable de dire à qui appartenait ce vêtement sans avoir vu la personne. C'est incroyable. Elle connaissait des tas de secrets. Elle aurait pu connaissait faire des secrets livre magnifique. Oui, et puis, parce que la vestiaire ne faisait pas que prendre des vestiaires, elle vendait des cigares, elle vendait des cigarettes, elle était capable de recoudre un bouton et puis de remplir quelques menus missions pour les clients. Et elle avait une forte personnalité, elle était connue de tout le monde. Alors aujourd'hui, vous travaillez toujours pour la brasserie Lippe avec le prix Caz qui a été créé par Marcelin Caz en 1935 face au prix des Deux Magots. Et chaque année, il y a un prix littéraire dont vous vous occupez. Oui, le prix littéraire, donc le prix Caz Brasserie Lippe est remis au mois d'avril. À l'origine, il était remis le premier jour du printemps et le jury se réunissait en 1935. Le jury s'est réuni toute la nuit à la brasserie avec force, boissons et victuailles. Et le matin, ils ont annoncé le prix. Et donc, on a gardé la tradition du printemps. On annonce généralement le prix... pas forcément le premier jour du printemps, mais entre mars et avril. Et je crois que la première lauréate, c'était une compagnie de théâtre. Tout à fait. Alors, il faut savoir aussi que la brasserie Lippe a été menacée et que Jacques Lang, fidèle client, a sauvé la brasserie en la classant. Oui, parce qu'à la mort de Roger Caz, il y a eu des petits problèmes de succession et on a beaucoup craint pour le devenir de la brasserie et les clients se sont mobilisés et Jacques Lang, qui a toujours été un client fidèle de la maison, a décidé de classer l'intérieur, les décors à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui est presque une assurance vie, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, il y a toujours les mêmes clients ou ça a évolué? Par exemple, Emmanuel Macron est venu une fois avec Michel Charasse, il n'est jamais revenu depuis. Non, il n'est jamais revenu, c'est vrai. Non, là, alors la clientèle évolue, il y a peut-être un petit peu moins de politique, mais encore que, moi j'étais là au déjeuner, il y en avait pas mal, que je connaissais bien. La clientèle, c'est plus une clientèle, donc écrivains, maisons d'édition qui sont toujours autour, le cinéma, le théâtre est toujours très présent, et la mode aussi, on a... Tous les grands couturiers français sont venus chez Lippe et continuent à venir. Eh ben, je pense qu'ils continueront et en tout cas, ils découvriront ce livre « Lippe est une fête » que vous avez eu le bonheur d'écrire, Claude Guittard. Je vous remercie parce que c'est en même temps un livre d'histoire dans tous les sens du terme. Merci beaucoup. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.